Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures à la une de l'actualité de ce 1er août. Le président de la République s'est assuré dans l'après-midi d'hier de l'opérationnalité optimale du nouveau bateau de réparation navale acquis et arrivé plus tôt dans la journée au port de Djibouti hier. Et sport, médaille d'or et d'argent pour les athlètes djiboutiens aux Jeux de la francophonie de Kinshasa dans l'épreuve de 10 000 mètres. Et l'ONU a déclaré que près d'un tiers du pétrole du navire citerne Safer, qui continue de se détériorer au Yémen, a été transféré sur un nouveau navire citerne. C'était les titres, bienvenue à tous. Et nous entamons cette présente édition par ce message de félicitations du président de la République à son homologue suisse. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a formé ses vœux de succès et de réussite à son homologue de la Confédération suisse dont le pays commémore ce mardi l'anniversaire de sa fête nationale. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un message de félicitations. Il a également souhaité davantage de bien-être et de prospérité au peuple ami suisse. Votre pays force l'estime à travers sa vocation établie à servir de repère en matière d'intégration sociétale, source d'épanouissement individuel et collectif, a écrit le président Guelleh dans ce télégramme. Pour tous les pays qui aspirent au développement durable, nul doute que la Confédération suisse incarne aussi un profil d'exemple et de référence, a-t-il noté dans le même document, réitérant ses chaleureuses félicitations au président Alain Ernest et à l'ensemble du peuple ami de la Confédération suisse. Le président de la République s'est assuré dans l'après-midi d'hier de l'opérationnalité optimale du nouveau bateau de réparation navale acquis et arrivé plus tôt dans la journée hier au port de Djibouti. Navire aux larges dimensions, ce bateau en format de garage aquatique est doté de toutes les dispositions utiles à la réparation des pannes, dégradations et dysfonctionnements auxquels est sujet tout navire privé, marchand ou militaire. Avec ce dispositif nouveau, notre pays accroît sa capacité à allier définitivement toutes les prestations de services relatives à l'économie maritime, s'est réjoui le président Guelleh dans une déclaration faite à la presse à l'issue de cet événement. Et bien, d'une capacité d'accueil de 50 000 tonnes, le garage naval mis en service à Djibouti surpasse de loin celui de Mombasa, 20 000 tonnes, ce qui, par voie de conséquence, est de nature à confirmer le statut de leader de Djibouti dans cette partie du monde en matière des prestations et d'activités liées à la mer. Tout a été programmé et mis en œuvre en vue d'une exploitation immédiate de ce bateau-garage, a de son côté affirmé le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Oumar Hadji, en allusion à une pépinière de 25 ingénieurs formés en amont par ses services. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, entouré des principaux responsables de son département, a préparé à cet événement. Avec l'acquisition de ce bateau de réparation navale, notre pays accède à un dispositif stratégique auquel il aspirait depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'a mis en exergue Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Vous l'entendrez. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Oumar Hadji, s'est exprimé suite à l'acquisition récente des navires de réparation navale par notre pays. Cette acquisition marque, a-t-il dit, un tournant majeur dans le développement et va renforcer les capacités dans le domaine de la maintenance et de la réparation des navires. Ces navires de réparation navale ont une capacité de traitement et une maintenance de qualité pour les navires de plus de 50 000 tonnes. Il a ajouté que ces navires ont offert un emploi à plus de 27 jeunes ingénieurs formés pour travailler à bord de ces navires. Aboubakar Oumar Hadji a conclu ses propos en soulignant l'importance stratégique de cette acquisition pour le secteur maritime du pays avec ses équipements de pointe et leur expertise technique qui permettront de répondre efficacement aux besoins de réparation des navires dans le pays et dans la région.
Et prenons la parole à son tour. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné l'importance du navire de réparation navale pour le pays et la région. Ce projet de longue haleine représente un atout majeur pour notre pays qui deviendra une référence en matière de maintenance navale dans la région. Le chef de l'État a salué cette acquisition comme un pas décisif pour le développement maritime du pays. Dans cette déclaration, il a souligné que cet investissement stratégique témoigne de la vision à long terme de Djibouti qui ambitionne de devenir un hub maritime majeur dans la région. Ces navires de réparation navale représentent une avancée majeure pour Djibouti. Poursuivant ses propos, le numéro 1 djiboutien a indiqué que cette nouvelle acquisition renforcera le rôle de notre pays en tant que pôle maritime dynamique et compétitif, capable de répondre aux besoins non seulement de notre pays, mais aussi des pays voisins et de nos partenaires en matière de réparation navale. Cela ouvrira de nouvelles opportunités pour le développement économique et renforcera la position stratégique du pays en tant qu'acteur majeur du commerce maritime régional, a ajouté le chef de l'État. Le président de la République a conclu ses propos en exprimant sa joie et sa satisfaction de voir la concrétisation de ce projet qui aura un impact conséquent et direct sur le développement socio-économique de notre pays. Toujours dans le même sillage, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a explicité dans une interview les grands chantiers entrepris par la République de Djibouti ainsi que le contexte dans lequel ils s'inscrivent et la diversification de l'économie. Aboubakar Hadi a brossé une fresque illustrant l'ambition de la République de Djibouti. Cette interview reflète l'engagement résolu de la République de Djibouti envers son développement et son rôle actif sur la scène internationale. La voici. Ce que nous sommes en train de développer, c'est ce qu'on appelle Port Park City. Le port, on a développé les zones franches et la ville, City, ce sera dans l'ancien port. Toujours, nous essayons de trouver d'autres opportunités. Par exemple, nous avons développé le transit air-mer, dont nous desservons à peu près 12 pays du continent en si peu de temps, en une année. Donc, les marchandises arrivent par mer et sont transportées par voie aérienne, Maroc, Algérie, South Africa. Ça, c'est les destinations les plus lointaines. La diversification de l'économie nationale, pour nous, en tant que secteur maritime portuaire, c'est les blue economy, l'économie bleue. Ça veut dire quoi? Les ports, les chantiers de réparation navale, et la pêche, et tout ce qui est le tourisme. Bien que ce n'est pas notre, comme on dit en anglais, notre core business, nous soutenons tous ces secteurs-là. Nous sommes allés même dans le COP, Climate Change. Donc nous avons investi dans l'énergie éolienne. Investir dans l'énergie solaire, ce n'est pas notre core business. Mais on a besoin de ça pour développer l'industrialisation de Djibouti et du continent africain. Les athlètes djiboutiens ont fait une impression remarquable aux Jeux de la francophonie de Kinshasa. Engagés dans l'épreuve de 10 000 mètres, Momin Guelleh et Jama Abdi ont démontré une incroyable détermination et ont enthousiasmé tous les spectateurs présents. Dès le début de la course, ils ont pris la tête et ont imposé un rythme infernal à leurs concurrents. Ils ont réussi à conserver une avance considérable tout au long de la compétition, ne laissant aucune chance à leur adversaire de les rattraper. Eh bien, leur endurance et leur persévérance ont été récompensées à la fin de l'épreuve. Momen Guelleh a réalisé un temps incroyable, frôlant ainsi le record précédemment détenu par le Maroc. Sa performance exceptionnelle lui a valu la médaille d'or, tandis que son coéquipier Jama Abdi a décroché la médaille d'argent. Eh bien, le Marocain a complété le podium en remportant la médaille de bronze. Cette victoire est une immense fierté pour Djibouti. Le secrétaire d'État chargé des sports a tenu à féliciter chaleureusement les athlètes pour leur exploit et leur a transmis ses encouragements pour la suite. Il a également souligné que cette performance démontre l'efficacité de la bourse du président de la République qui permet aux athlètes djiboutiens de se développer et d'atteindre de tels succès.
Dans la continuité de leur succès aux Jeux de la francophonie de Kinshasa, nos athlètes n'en finissent pas d'impressionner, ajoutant une autre médaille à leur collection. C'est en effet la jeune Samia Hassan qui vient de décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve de 10 000 mètres. Sa performance a été saluée par le public et ses compatriotes qui l'ont félicité chaleureusement pour cet exploit. Samia Hassan a démontré sa détermination et son talent exceptionnel tout au long de la course, se plaçant parmi les meilleurs athlètes francophones. Son endurance et sa ténacité lui ont permis d'atteindre le podium, ce qui est une véritable fierté pour son pays. Cette médaille témoigne encore de la qualité du sport djiboutien en général et de l'athlétisme en particulier grâce au soutien indéfectible du chef de l'État. Et avant quelques heures des finales féminines ce soir, 2 autres athlètes djiboutiens viennent de se qualifier à l'instant pour la finale de 800 mètres. Il s'agit de Aden Moussaoupsi et Abdelazar Hassan Guiré, 2 grands espoirs de l'athlétisme djiboutien. Bravo à eux et bonne chance pour la finale. Il est à noter que ces résultats reflètent une fois de plus la détermination des athlètes djiboutiens à défendre le drapeau national et à renforcer la position de Djibouti dans les compétitions régionales et voire internationales. Et nous vous fournirons plus de détails sur ces résultats dans nos prochaines éditions. Et je vous emmène en Russie à présent où, en octroyant, pardonnez-moi, récemment une subvention exceptionnelle aux athlètes, le chef de l'État leur a offert les voies et moyens financiers de s'épanouir sportivement. L'obtention de la subvention IEG exige des responsabilités et des rendements. C'est dans ce cadre qu'un centre sportif spécial a été créé. Voici un magazine de la rédaction, un magazine que nous aurons donc demain pour notre première édition de 15h. À l'issue des 2 jours de travaux de la 2e édition du sommet Russie-Afrique et des assises du Forum économique et humanitaire qui se sont tenues à Saint-Pétersbourg en Russie, du 27 au 28 juillet, le ministre de l'Énergie, chef de la délégation djiboutienne, participant à ces 2 événements, Yonis Ali-Ghedi, a été reçu par le président russe Vladimir Poutine. Au centre des discussions entre le chef du Kremlin et le ministre djiboutien, les voies et moyens susceptibles de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et Moscou dans tous les domaines du développement socio-économique. En prenant la parole, le ministre Yonis Ali-Ghedi a d'emblée transmis au chef de l'État russe, à Vladimir Poutine et à son peuple les salutations fraternelles et amicales de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh et du peuple de Djibouti, ainsi que les vœux de succès et de réussite aux travaux de ce 2e sommet Russie-Afrique et du Forum économique et humanitaire organisé dans ce cadre. Pour sa part, le numéro 1 russe, Vladimir Poutine, qui a d'abord remercié la République de Djibouti pour avoir répondu favorablement à son invitation, a ensuite tenu à saluer la participation de notre pays à ces 2 événements d'une importance capitale pour la dynamisation des relations russo-africaines. Nous vous proposons maintenant un reportage sur le charmant village de Mouloud, niché au cœur de la pittoresque campagne. Dans ce voyage captivant, nous vous invitons à explorer la riche histoire et le charme unique de ce coin de terre, une oasis prospère qui est devenue un symbole d'espoir et de prospérité dans la région. Nous allons plonger dans le passé et découvrir le récit fascinant de la naissance de Mouloud. Aujourd'hui, Mouloud témoigne du pouvoir de l'esprit humain et de la persévérance. Ces terres fertiles et ces projets agricoles florissants servent d'exemple éclatant de progrès et de développement. Mouloud, porte d'entrée de la ville de l'Unité, comme marqué ici. Mouloud a vu ces dernières années ses infrastructures de base se renforcer au grand bonheur de ses habitants, comme les logements sociaux, les établissements scolaires ou encore la santé. La ville de Mouloud, donc avec ses jardins verdoyants, est appelée à s'agrandir et à se développer dans les années à venir. Reportage. Mouloud, une des 3 sous-préfectures de la région de Dikil.
Situé à 102 km de la capitale, pour environ 1h30 de route, le village de Mouloud compte aujourd'hui un peu plus de 5000 habitants sur une superficie de 4 km². Il faut savoir aussi que chaque année, durant la saison chaude, Mouloud, connu pour son climat doux, accueille des dizaines de familles fuyant les fortes chaleurs. Ce village constitue un lieu d'estivage apprécié par la population venant de la capitale. À seulement 15 km du chef-lieu de la région de l'Unité, le village de Mouloud est situé sur un axe routier très fréquenté et constitue une sorte de carrefour du fait que tous les véhicules qui desservent la région, l'arrière du pays et les localités frontalières passent par Mouloud. Pour rappel, peu après notre indépendance en 1977, de fortes sécheresses sans précédent avaient frappé la Corne de l'Afrique et Djibouti avait été malheureusement fortement touchée. Cette sécheresse a été tellement si forte et dévastatrice qu'elle a été surnommée la sécheresse du samedi. Pour faire face à cela, la République de Djibouti, alors indépendante et souveraine, a pris les devants pour venir en aide aux dizaines de familles nomades durement touchées par cette calamité. La réponse du gouvernement de l'époque, sous l'impulsion du président Hassan Goulet Daftidone, paix à son âme, ne s'est pas fait attendre. De nombreux projets agro-pastoraux ont été mis sur pied pour aider ces familles nomades qui ont perdu terre et bêtes lors de cette terrible tragédie. C'est ainsi que le 2 février 1979, 24 familles nomades ont élu domicile dans la localité de Mouloud, le gouvernement ayant mis à la disposition de ces familles 6 hectares de terres arables, cultivables et agricoles répartis à hauteur de 2500 m² par famille. Ainsi naissait la localité de Mouloud. Aujourd'hui, grâce à son histoire exceptionnelle et aux défis surmontés, Mouloud est devenue une des contrées pionnières dans l'agriculture en République de Djibouti. Les périmètres agricoles et les palmiers datés à perte de vue entourant le village de Mouloud font la fierté des habitants. La sous-préfecture de Mouloud est en phase avec les différents projets de développement socio-économique initiés grâce à la politique éclairée du président Ismaël Omar Guelleh qu'elle a fait sien ces dernières années, notamment dans le domaine agricole. C'est ce que nous explique ici le sous-préfet de Mouloud, Abdallah Roble Dabbar, qui nous a accompagnés tout au long de ce reportage. Voilà. En termes d'agriculture, si les agriculteurs se plaignaient donc autrefois l'eau ne manque pas. Les agriculteurs sont retournés à faire de l'agriculture et donc c'est la période des dattes. Donc le palmier dattier donc déjà a commencé à donner ses fruits. Donc les agriculteurs, donc les côtés d'eau ne posent plus de problème. Donc, dans un premier temps, pas mal de projets ont été réalisés à Mouloud. Il y a 6 projets d'abord qui sont en cours de réalisation. 2 projets à Haro, 2 projets à Dadahlou et 2 projets à Mouloud Village. Il y a également une antenne du conseil régional qui est en phase de finalisation. Et ensuite, il y a le lycée de Mouloud qui est finalisé et la rentrée scolaire est prévue pour la rentrée 2023 et 2024. De par son besoin continu d'évoluer, la sous-préfecture de Mouloud a longtemps fait le souhait d'améliorer les conditions de vie de sa population. C'est ainsi que, répondant à une de nombreuses doléances émises par les habitants de Mouloud au président de la République Ismaël Omar Guelleh lors du 40e anniversaire de la création de Mouloud, le gouvernement y a construit un lycée flambant neuf dont la première phase est d'ores et déjà achevée. Tous ces projets, ce sont des entrepreneurs locaux qui réalisaient ces projets-là. Dorénavant, plus besoin pour les étudiants de Mouloud d'attendre le bus qui les conduira au lycée le plus proche, celui de la ville de Dikil. Désormais, ils pourront étudier au lycée de Mouloud qui ouvrira ses portes dès la rentrée scolaire 2023-2024. Autre réalisation phare ayant vu le jour à Mouloud, à l'instar du reste du pays et au grand bonheur de ses habitants, la construction de 30 logements sociaux par la fondation IOG Droit au logement au bénéfice des familles les plus nécessiteuses. Suivant pour plus de précisions les explications du sous-préfet de Mouloud, Abdallah Roble. Pour les logements sociaux, ils viennent de bénéficier donc qui est l'électricité et l'eau aussi. Donc globalement, Mouloud va bien et je dirais donc c'est un village qui a tous les atouts.
Nous avons eu également l'occasion de rencontrer quelques-uns des bénéficiaires de ces logements sociaux. Les bénéficiaires de ces logements nous ont indiqué qu'ils étaient satisfaits de ces logements qu'ils habitent déjà depuis plus de 2 ans. L'eau et l'électricité ont été branchées et ils remercient le Tout-Puissant pour tout cela. Ils disent qu'ils étaient en difficulté de logement et ils remercient le président de la République et son gouvernement pour ce cadeau. Les bénéficiaires ont poursuivi qu'ils bénéficient aujourd'hui de l'eau et de l'électricité à titre gracieux. Ils sollicitent le gouvernement pour qu'il construise une mosquée dans cette nouvelle cité. Et les bénéficiaires nous ont indiqué également qu'ils avaient beaucoup de chance. Ils étaient sans logement et aujourd'hui, ils sont propriétaires grâce à Dieu et au gouvernement. Ils ne manquent de rien, heureusement. Ils auraient juste aimé que l'on construise une école, une mosquée et une aire de jeu pour les enfants. Le développement et la croissance économique des régions de l'intérieur et des localités est une des priorités de la feuille de route du président de la République et de son gouvernement. De ce fait, et au fil des années, Mouloud a vu ses infrastructures de base se renforcer grâce à la politique et au soutien indéfectible du chef de l'État, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, mais aussi en eau et en électricité, et tout récemment en éclairage public indispensable pour la vie en communauté, pour ne citer que cela. Dans la conscience collective, Mouloud est connu pour son usine de fabrication de chaussures et de bottes, mais aussi pour son artisanat. Grâce à son ambition, à ses différents projets de développement et à la politique initiée par le président Ismaël Marguelé, la sous-préfecture de Mouloud est en plein essor économique. Ce village est appelé à s'épanouir dans un futur proche et n'aura presque plus rien à envier à une ville. Et je vous emmène au nord du pays. La région d'Obok a des dotations touristiques non négligeables, notamment avec les îles des Sept Frères et plusieurs mangroves, notamment les forêts de Godoria, de Korangal et de Lassiane, lesquelles constituent des habitats pour des nombreux animaux terrestres et marins, représentant ainsi une diversité biologique importante. Elles sont également le lieu de rencontre d'un grand nombre d'oiseaux, hérons verts de la mer Rouge, pélicans, oiseaux aquatiques. Voici un magazine sur les différents sites touristiques d'Obok. De la grande plaine de Rasbir, en traversant un paysage peuplé d'Autriche et de tortues, apparaît soudain dans un ravin qui donne sur un magnifique campement touristique, le campement de Rasbir, un site très prisé notamment pour la plongée et la pêche. Le phare de Rasbir, haut de 60 mètres de hauteur, le plus grand d'Afrique de l'Est, vient magnifier davantage ce secteur. Un phare historique qui indique l'entrée méridionale de la mer Rouge et l'extrémité orientale du golfe de Tadjoura. Obok a tiré bénéfice de son histoire. En effet, la région d'Obok est une ville historique et a été la première capitale du pays sous le protectorat français. Elle abrite la première résidence du premier gouverneur du territoire, Léonce Lagarde, actuelle demeure du préfet de la région d'Obok. La ville évoque aussi les récits de voyageurs, des aventuriers du 19e siècle, avec son cimetière marin chargé d'histoire. Ahmed Mohamed Cheikh, natif de la région et vice-président du conseil régional d'Obok, nous livre ses impressions quant à l'évolution qu'a connue ce secteur dans sa région.
Les touristes découvrent beaucoup de nouveautés chez nous. La région est très poissonneuse et la pêche est agréable avec la diversité du fond marin. Hayou est une ville historique, la première capitale. C'est pour toutes ces raisons qu'Obok reste très attractive. La forêt de Godoria est considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti et de l'Afrique de l'Est. Elle est le point de départ des excursions vers les mangroves de Godoria. Excursions en petits bateaux, moteurs ou canoë-kayak. Et des racines de palotuvier et une oasis abondante où cohabitent des dizaines d'espèces animales et végétales. Lorsqu'on parle d'un climat doux dans la région, on pense à Mabla, des régions verdoyantes au climat tempéré. Le site magnifique est le terrain de jeu favori des amateurs de conduite sportive en brousse, tandis que les mordus d'alpinisme des amateurs aux professionnels confirmés y trouveront le lieu enchanteur de leur passion. Comme dans la forêt de Daï, les espèces végétales semblent des survivants des temps préhistoriques. De retour à Obokville, nous croisons un couple canadien venu découvrir la région. Ouais, les paysages sont super jolis. Ouais. La mer d'un côté, les montagnes, le désert de l'autre côté, c'était très joli. Ouais. Nous, ce qu'on aime au Djibouti, c'est qu'il y a plein de petites plages secrètes qu'on peut trouver puis les avoir à nous tout ça. Donc, on se promène dans les falaises puis on se trouve un petit coin puis on s'installe. Mais la première chose, c'était les requins-baleines qu'on voulait aller voir. Puis on a fait une plongée, on a fait du snorkeling puis qu'on voulait aller voir les requins-baleines, les récifs de coraux aussi. Puis après, on voulait faire une petite tournée là, dans le nord du pays comme on fait présentement. Donc, Tous ces sites sont destinés pour les touristes qui cherchent à fuir les bétons et l'ambiance lancinante des villes. Un dépaysement total. Mais il existe aussi une autre gamme de tourisme légèrement supérieure où l'on profite à la fois du luxe et de la nature. Ce sont ces aspects que le village touristique de la mer Rouge reflète. Des services que Husseina Ali, gérante du site, propose habituellement à ses clients. Après le petit déjeuner, certains de nos clients préfèrent se rendre à Godoria, d'autres à Hougif. Ils font ce qui leur fait plaisir. Il y en a aussi qui aiment rester dormir ici. Nous leur proposons aussi une partie de pêche et des dégustations des fruits de mer. Booster le secteur du tourisme à Djibouti et notamment à Obok est une des priorités du gouvernement. Ainsi, à Ras Yan, la société chinoise Touchwood International Holding Group a lancé l'année dernière la construction d'un complexe hôtelier de grand standing destiné aux touristes et aux amateurs de plongée sous-marine. C'est dans cette optique que le Premier ministre a effectué une visite à Ras Yan pour voir de visu l'état d'avancement des projets. Pour la région de Hayou, ce complexe hôtelier, outre la création d'emplois à court terme, sera le poumon du développement local en redynamisant les activités touristiques et économiques du pays. La population obokoise et surtout les femmes profitent du tourisme, notamment celle de l'artisanat. Elles exposent et commercialisent leurs produits chaque fois qu'elles ont l'occasion. Structurés et bien organisés, les artisanats sont les ambassadrices artistiques de leur région. Partout dans le pays, les sites touristiques donnent un aperçu de la culture et de l'histoire dans ses multiples facettes pour le plus grand bonheur des visiteurs. Et nous restons toujours à Obok où la localité de Molohlé a accueilli la délégation conduite par le préfet de la ville d'Obok, Moussa El-Megheni, accompagné par le sous-préfet de Kolangar. Un accueil chaleureux a été réservé au préfet ainsi qu'à sa délégation. Eh bien, cette première visite à bord des chameaux qui ont escorté donc, le préfet à son arrivée lors d'une réunion. Les intervenants ont évoqué la situation dans le secteur développement de base au préfet, entouré des acteurs de la région d'Obok, eh bien, dont le parlementaire Kamel Hamad, des responsables administratifs et militaires, en présence des sous-préfets du sous-préfet donc, de Angalou, Mohamed Ali Omar. Situé sur la côte, la population a soulevé le problème du renforcement des capacités de la coopérative de pêche du village. Le préfet a de son côté toujours accompagné les doléances de la communauté, a confirmé qu'il allait apporter
des solutions pour résoudre cette question. Il s'est engagé à saisir les ministères concernés pour satisfaire la population. L'association de Dafeinetou a procédé à son tour de présenter une variété d'activités sportives et ludiques qui entraient dans les phases finales au regard de l'engouement suscité autour, placé sous le haut patronage du secrétaire d'État chargé des affaires, chargé des sports. Ces manifestations, se proposent de contribuer à la promotion et à la généralisation de la pratique du sport au profit des différentes tranches d'âge et de toutes les catégories sociales. Les activités se sont déroulées dans de bonnes conditions en faveur des efforts de tous les intervenants, en l'occurrence les responsables du département chargé des sports. L'événement a eu lieu en présence du directeur général adjoint de l'ANPS, ainsi que de hauts responsables des autorités locales. Le président du comité d'organisation a fait savoir que le sport permet d'éviter que les jeunes ne tombent aux oubliettes, mais qu'il soit aussi pérennisé pour maintenir la cohésion sociale au sein de la communauté. Dans l'actualité régionale, l'ONU a déclaré que près d'un tiers du pétrole du navire citerne Safer, qui continue de se détériorer au Yémen, a été transféré sur un nouveau navire citerne. Les Yéménites ont exprimé leur optimisme quant à l'opération de sauvetage du navire. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a déclaré que 360 000 barils de pétrole avaient été pompés du pétrolier vieillissant vers le pétrolier de remplacement. La semaine dernière, l'ONU a annoncé le début du processus attendu de transfert de plus d'1 million de barils de pétrole du navire citerne FSO Safer vers un nouveau navire citerne. Et cette page met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Djibouti.